Bonjour, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live. Euh, voilà, pas bien réglé. Je fais le ménage juste avant. Voilà. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 août. Un nouveau live pour les personnes qui ne seraient pas au courant. J'ai décidé de faire un live tous les jours au mois d'août pour vous accompagner parce que quand on traverse un deuil, jusqu'à la période d'été peuvent être assez compliquées, on va dire. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de pouvoir partager des choses avec vous, du contenu, des pistes de réflexion, des idées, des petits tips, des choses que vous allez prendre ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas pour apporter aussi un peu de soutien, peut-être un peu de chaleur, même si on n'en manque pas en ce moment de la chaleur, mais chaleur au niveau du cœur, on va dire. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, en fait, je voudrais parler, j'ai un coup de gueule à faire. J'ai déjà partagé ce coup de gueule-là cet hiver, mais à nouveau, en fait, j'avais envie de repartager ça par rapport au deuil. Le fait que le deuil n'est pas une maladie, le fait que le deuil n'est pas un trouble mental. Donc, je vais vous parler de tout ça. Peut-être me dire qui est-ce qui est là, me faire un petit coucou dans les commentaires. Peut-être aussi me faire un cœur là pour me dire que vous êtes là, bien présent. Si vous me voyez en replay, hashtag replay Yellow Woman. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des pies autour de moi et elles font un boucan pas possible. Je suis un peu sur leur territoire, je crois. Merci pour les cœurs, c'est cool. Euh, Peut-être aussi me représenter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma page je suis super contente et je voulais aussi vous remercier de vous abonner, d'être présente, aussi d'être là, d'échanger et tout. Merci pour votre confiance. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai une belle communauté et voilà, je voulais vous remercier et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas trop redire qui j'étais avant de faire mon coup de gueule parce que sinon il va y avoir des malentendus. Ah, bonjour Eric, bonjour Carole, bonjour Sabine, bonjour Justine, coucou Birgit, bonjour Violette, euh, bonjour Eric. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachel, voilà, je suis dans l'est de la France, mais en même temps, bon, avec la magie d'Internet, je pourrais être n'importe où sur cette planète. Euh, et euh, eh bien, en fait, moi, j'ai toujours accompagné des personnes en crise, puisque depuis 25 ans, j'accompagne des personnes qui traversent des épreuves très compliquées, très difficiles, très souffrantes. Puisque pendant 20 ans, j'ai travaillé dans les centres d'hébergement d'urgence, 10 ans auprès de femmes victimes de violences conjugales. Et les 10 années suivantes, j'étais directrice d'un pôle d'hébergement d'urgence, plutôt pour un public masculin assez marginalisé, où des personnes qui alternaient malheureusement la rue, l'hôpital psychiatrique et les centres d'hébergement. Voilà, j'ai adoré faire ce job, vraiment. Je me suis vraiment toujours sentie à ma place pendant ces 20 ans-là. Et j'ai toujours travaillé avec des professionnels assez incroyables aussi. D'ailleurs, je leur rends hommage aujourd'hui, des éducateurs, des assistantes sociales, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des directeurs qui m'ont toujours fait confiance aussi. Et ça a été vraiment une expérience humaine très très forte. Voilà. Et puis en 2014, beaucoup le savent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai beaucoup parlé, j'en parle un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas ma vie elle a complètement basculé puisque mon conjoint s'est suicidé. Et, j'ai fait tout un chemin, j'ai pas mal voyagé, je suis partie à l'étranger et puis
au bout de 18 mois, je me suis décidée à me faire accompagner. Enfin, je suis allée voir mon médecin traitant et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il connaissait très bien le processus de deuil. Il avait perdu un enfant, donc il l'avait expérimenté, j'ai envie de dire, mais il s'était intéressé à cette question, il s'était formé et c'est lui qui m'a poussée en fait à me faire accompagner. Et j'ai démarré d'abord avec un accompagnement en sophro et puis ensuite j'ai été accompagnée, comme je dis souvent, par plein de sorcières. Et j'ai pas cessé d'ailleurs de travailler sur moi aussi. Et certaines sorcières interviennent dans mes programmes aujourd'hui. Et puis je suis devenue sophrologue. C'était pas trop dans mes plans, on va dire. J'avais pas, de toute façon, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière, mais d'accompagner des personnes endeuillées. Mais voilà, j'ai parlé ouvertement de mon histoire sur les réseaux, sur voilà, sur mon site pour me présenter aussi parce que ça me paraissait quand même important en fait. Je sais que ça se fait pas trop en France pour les professionnels de parler d'eux, mais pour moi c'était assez important. Et c'est comme ça en fait que des femmes sont venues à moi pour être accompagnées. Je vous avoue qu'au démarrage, ça m'a fait vraiment peur parce que j'étais pas formée au processus de deuil, je savais pas si j'étais prête aussi. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que vraiment ça faisait hyper sens pour moi et qu'il y avait des résultats vraiment qui étaient là, qui étaient présents et je me suis formée et voilà, et j'ai créé des programmes en ligne parce que j'accompagne beaucoup en ligne dans mes programmes. Voilà, donc j'ai fait tout ce parcours-là. J'ai écrit un livre qui est sorti au mois de septembre l'année dernière, ça va bientôt faire un an, Revivre après lui ou comment retrouver sa joie de vivre après la mort de son conjoint, qui est un livre qui est à la fois une... on m'a beaucoup dit que c'était une boîte à outils, en fait, pour vous aider, pour mieux comprendre le deuil du conjoint, pour faire face aux vagues émotionnelles, pour traverser au mieux les vagues émotionnelles, pour comprendre que vous n'êtes pas folle, pour comprendre comment aussi soutenir, accompagner vos enfants, pour aussi apaiser la culpabilité. C'est illustré par plein de témoignages de clientes, quelques extraits aussi de mon propre journal de deuil. Et vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Il est que en vente sur mon site internet. Donc voilà, un petit peu de façon courte, une présentation pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma page. Oh yes, Adeline, Colette, Delphine, yes, merci d'être là, c'est cool. Donc mon coup de gueule, qui m'a inspiré le live d'aujourd'hui parce que voilà, je remercie, voilà, j'ai une cliente, alors on a terminé les programmes, mais on est toujours en lien comme souvent avec beaucoup de femmes que j'accompagne qui m'a partagé un événement personnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle se reconnaîtra là aujourd'hui. Et je la remercie parce qu'elle m'a inspiré aussi ce live d'aujourd'hui. En fait, je voulais redire que le deuil n'est pas une maladie, que le deuil n'est pas une pathologie, c'est quelque chose de naturel. Le mot deuil, ça vient de dolore en latin, c'est la souffrance, c'est la douleur. Et c'est un processus qui est naturel, qui se déclenche en nous naturellement à partir du moment où on a perdu un proche. Et c'est un processus naturel de cicatrisation. D'accord ? Donc, en fait, il se fait tranquillement, chacun à notre rythme. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin au deuil, c'est tout un processus qui se met en place et l'objectif c'est vraiment cette cicatrisation, mais cette cicatrice qu'on va garder toute notre vie et qu'on aura à tout jamais, mais qui à un moment donné va moins nous tirailler, moins nous machin et tout ça, on est à peu près apaisé. Voilà. Je ne donne pas de délai parce que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre, même s'il y a des grandes lignes bien sûr et je vais en parler. Pourquoi je suis en pétard là aujourd'hui à nouveau? Parce que régulièrement, souvent c'est dans mes programmes que je l'entends parce que les femmes avec qui que j'accompagne, on est quasi au quotidien connectées, donc forcément elles partagent aussi des choses très très intimes. Et c'est déjà arrivé il y a quelques mois avec une cliente qui partageait en fait dans le groupe, dans le club des Yellow Women. En fait, cette dame, elle cheminait tout à fait normalement dans son deuil. Et puis, et vous allez mieux comprendre, je vous donne cet exemple, vous allez bien comprendre pourquoi je suis en pétard.
elle cheminait voilà, avec ces vagues émotionnelles que vous connaissez, des hauts, des bas, tous les questionnements, mais un deuil normal, j'ai envie de dire. Voilà. Et elle était dans le programme, elle avançait très bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un souci par rapport à son logement, par rapport à son propriétaire. Et elle était assez désemparée, elle avait besoin de conseils. Et en fait, elle a décidé de consulter une assistante sociale. Et forcément, c'est un stress. Déjà, en temps normal, quand on va voir une assistante sociale ou quand on va dans une administration, il y a quand même un petit stress parce qu'on va devoir raconter son histoire, on va devoir s'expliquer, on peut se demander est-ce que je vais me faire comprendre, est-ce que je suis dans mon bon droit, est-ce que je vais être bien reçue, etc., etc. Donc, il y a toujours un petit stress. Et puis, quand on traverse un deuil, cette dame, elle avait à peu près 1 an de deuil, bah voilà, ça en rajoute parce qu'il va falloir expliquer la situation. Il va falloir dire, bah oui, mon conjoint il est décédé il y a 1 an. Et on sait très bien qu'au bout de la première année, on rentre souvent dans ce vécu dépressif du deuil, donc on est à fleur de peau. Et cette dame, donc elle prend son courage à 2 mains, elle va chez cette assistante sociale. Et forcément, quand elle parle de son histoire, qu'est-ce qui se passe avec le stress, avec son deuil, c'est à fleur de peau, elle est touchée, quoi. Donc, du coup, elle s'effondre. Du coup, elle tombe en larmes et elle pleure et elle met un peu de temps à revenir à elle, etc. Et là, cette assistante sociale lui dit, alors c'est pas pour balancer, c'est vraiment pour expliquer aussi et puis pour éviter des situations qui se complexent, qui deviennent très compliquées après. Lui dit, mais en fait, vous allez pas bien, madame. Vous êtes en deuil pathologique. Alors, il lui dit 2 choses. Vous êtes en deuil pathologique et vous êtes en choc post-traumatique. Et troisièmement, il faut absolument que vous voyiez un psychiatre et que vous preniez des médicaments, voire que vous fassiez hospitaliser. Donc, c'est un peu la totale, quoi. C'est un peu la totale. Et donc, forcément, elle rentre de là. Alors, elle sort de là, pas forcément avec toutes les informations dont elle avait besoin, mais surtout avec en tête ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire, vous avez un problème, vous êtes en dépression, vous êtes en deuil pathologique, choc post-traumatique, et il faut vraiment que vous consultiez. Il faut un traitement, voire il faut vous faire peut-être hospitaliser, quoi. Donc bien sûr, c'est branle-bas de combat dans le groupe, c'est partage, échange. Bon, cette dame, je la vois en séance et tout, on reprend. Donc on reprend, pourquoi Le vécu dépressif du deuil, il est normal. C'est le vécu dépressif du deuil. C'est pas du tout une pathologie psychiatrique, c'est pas une dépression clinique. Je vous referai peut-être une vidéo, j'avais déjà fait ça, pour distinguer vraiment la dépression clinique, qui est une maladie, ok, et puis le vécu dépressif du deuil, qui fait partie du processus de deuil et qu'il va falloir qu'on traverse. On ne peut pas en faire l'économie, c'est tout à fait normal de traverser ce vécu dépressif du deuil, ok. Donc, ce vécu dépressif du deuil, il va se déclencher pour certaines personnes, en moyenne, je vais quand même vous donner une moyenne, c'est autour de 8 mois, 1 an, entre 6 et 1 an, les personnes vont rentrer dans ce vécu dépressif du deuil. Vous allez peut-être avoir la sensation d'être plus mal que le premier jour où on vous a annoncé la perte de votre conjoint. Okay, et c'est normal parce que cette protection psychique qu'on a au moment de l'annonce et la protection du corps, cette protection, elle se soulève, elle part, j'appelle ça moi le plan Vigipirate. Il estime qu'il a fait son job et c'est là qu'on commence petit à petit, qu'on va commencer à intégrer la réalité de la perte. Donc ce vécu dépressif du deuil, j'ai envie de dire, il est normal et il le signe surtout que vous n'êtes pas du tout en deuil pathologique, mais que vous passez à une nouvelle phase. Et on est obligé de passer par cette phase-là pour ensuite être dans cette phase de reconstruction, d'acceptation, etc., etc. D'accord ? Donc, quand on vous dit, parce que vous vous effondrez dans un service administratif ou dans un moment, il y a un problème, c'est pathologique, j'ai envie de dire, dans 99% des cas, c'est complètement faux. Et le deuil pathologique, oui, le deuil pathologique, il existe. C'est une réalité, c'est 5% de la population. 5% de la population. Et souvent, c'est des personnes qui avaient déjà une pathologie, un trouble mental, avant de vivre ce deuil. D'accord ? Donc ça peut être des personnes qui vont avoir des schizophrénies, ça peut être des personnes qui étaient déjà en dépression clinique, etc. etc. Et un deuil pathologique, c'est vraiment une personne qui va plus sortir de chez elle, qui va plus s'alimenter, enfin il y a plein de critères.
Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Deuxièmement, par rapport au choc post-traumatique, et c'était super quand cette cliente, enfin c'était pas super pour elle, mais en tout cas quand cet événement a eu lieu dans le groupe et qu'elle a partagé tout ça, c'était bien parce qu'à cette époque-là aussi, dans le groupe, on avait une Yellow Woman que j'accompagnais qui avait perdu son conjoint et qui était médecin. Donc elle a pu aussi confirmer mes propos et aussi encore étayer encore plus parce que elle, pour le coup, ayant perdu son conjoint, étant médecin, se faisant accompagner, elle s'est aussi beaucoup renseignée en fait sur la question du deuil, sur le processus de deuil, etc. Donc l'autre point, c'est il y a un monsieur qui passe. L'autre point, le choc post-traumatique. Peut-être qu'on vous dit ça aussi, que vous êtes en choc post-traumatique. Oh là là, il y a un problème, choc post-traumatique, il faut absolument consulter, psychiatre, hospitalisation et tout le bazar, quoi. C'est un mot qui est un peu galvaudé, d'accord, qu'on utilise partout. Là, tu es en choc post-traumatique, dès que quelqu'un pleure, là, tu es en choc post-traumatique, etc. Il faut savoir que le choc post-traumatique, ça a une définition vraiment très précise et ça remplit en fait 3 critères. Voilà. Pour être en choc post-traumatique, il faut que ces 3 critères soient, on va dire, checkés, soient présents dans la situation. Et normalement, c'est un médecin qui va pouvoir vous dire, qui est spécialisé dans ce domaine, qui va pouvoir vous dire que vous êtes en choc post-traumatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le choc post-traumatique, ça va être quoi? Ça va être des flashs, des images qui reviennent comme ça en boucle, mais toute la journée, qui vont vous paralyser vraiment. Je pense aux personnes qui ont été victimes des attentats à Paris, au Bataclan. C'est des personnes qui avaient ces flashs qui revenaient tout le temps. Deuxièmement, et on va cumuler les 3. Hein. Deuxièmement, ça va être, on va contourner en fait, une situation. Imaginons par exemple que, je ne sais pas, votre conjoint a eu un accident, par exemple, s'est tué en voiture sur l'autoroute. Eh bien, en fait, vous allez contourner, vous allez plus jamais vouloir prendre l'autoroute, vous allez prendre les petites routes de campagne pour éviter cette situation. D'accord ? Et le 3e critère, c'est l'hypervigilance. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un petit bruit, dès que peut-être le téléphone va sonner, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, il y a le corps qui... Il y a cette hypervigilance tout le temps. Donc pour les attentats, par exemple, les gens qui reprenaient le métro, dès qu'il y avait un petit bruit, dès que quelqu'un criait, c'était panique à bord. Okay ? Donc il faut qu'il y ait ces 3 critères qui soient cumulés pour être en choc post-traumatique. D'accord ? Donc, je vous ai parlé du deuil, voilà, pas une pathologie, voilà. C'est normal d'être dans le vécu dépressif du deuil au bout d'1 an, mais même au bout de 2 ans, parce que des fois le vécu dépressif, il dure plus longtemps que ça. Deuxièmement, choc post-traumatique, ça a vraiment des critères très très précis et c'est diagnostiqué par un médecin. Et troisièmement, cette assistante sociale, en fait, c'était pas son job, quoi. Elle n'était pas du tout formée sur sur la mort, j'allais dire, sur le deuil. Donc, soyez aussi vigilants. Quand il y a des personnes qui vous balancent des informations comme ça sur votre état, demandez-vous si la personne, elle accompagne sur le deuil, elle est formée sur le deuil, qui elle est en fait pour vous dire ça. Et donc moi, ça me fout en boule quand j'entends des trucs comme ça, parce qu'on est déjà tellement fragile, cette dame, elle avançait bien, etc., elle est tellement fragile, et bing, on lui balance ça. Donc bien sûr, on repose les jalons, on redit les choses, et c'est mon job aussi. Et parfois, il y a aussi des médecins et des psychiatres qui peuvent faire des diagnostics comme ça à la rapidement, en vous disant que vous avez un problème. Et c'est pour ça que je fais ce live aussi aujourd'hui, parce que hier, une de mes anciennes clientes, voilà, que j'embrasse bien fort, voilà, m'a laissé aussi un message vocal et je lui ai répondu bien sûr là-dessus, parce que voilà, je vais pas détailler le truc, mais en fait, bref, dans le cadre de son travail, elle a dû passer devant une commission avec un médecin du travail, il y avait un psychiatre. Elle a dû raconter son histoire. Voilà, elle a dû raconter ce qui s'était passé pour elle. Elle a perdu son conjoint il y a 1 an, il y a des dates, voilà, il y a une date qui est tombée il y a pas longtemps, ça faisait 1 an et tout ça. Elle va à cette commission. Forcément, elle est en stress.
Elle est en stress, n'importe qui. Vous savez pas, il y a un enjeu financier, il y a un enjeu pour la suite de son travail, etc. Donc il y a déjà une fragilité. Et forcément, à nouveau, comme mon autre cliente, elle s'effondre pendant cette commission. Elle est en larmes parce qu'on lui demande des précisions, parce qu'on lui demande de réexpliquer dans quelles circonstances son conjoint est décédé. Forcément, elle s'écroule. Je veux dire, n'importe qui à sa place se serait écroulé. Et là, le médecin et le psychiatre surtout, il sort la grosse artillerie en lui disant mais qu'est-ce que vous foutez Enfin, je vous la fais courte, mais vous vous faites accompagner, oui, non. Elle dit qu'elle a fait un programme avec moi. Elle dit qu'elle est dans un groupe de paroles de femmes. Elle dit qu'elle voit en plus aussi une psychologue qui est spécialisée dans le deuil. Et lui, il lui dit, mais tout ça, ça sert à rien, ma bonne dame. Il faut que vous rentriez en clinique et que vous preniez des médicaments. Mais bordel de merde. Ce psychiatre, pour dire un truc pareil, il n'y connaît rien au deuil. Il a beau être psychiatre, il a beau être formé à 10 ans d'études, il n'y connaît strictement rien du tout. Et ce qui me fout la trouille, moi, et c'est pour ça que je suis en colère, c'est que cette année, alors vous connaissez peut-être pas, mais je vous explique, ces tendances-là, elles vont être de plus en plus fréquentes, parce que malheureusement, le DSM-5, en fait, le DSM-5, c'est quoi? C'est un dictionnaire, c'est un référentiel international qui est américain, des troubles mentaux. Donc dans ce référentiel est référencé, dans ce dictionnaire, il est référencé toutes les pathologies psychiatriques, tous les troubles mentaux. D'accord? Donc c'est un référentiel qui est international, qui est revu tous les ans et sur lequel les psychiatres s'appuient et parfois les médecins généralistes aussi pour faire des diagnostics. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important dans le milieu des psychiatres, de la psychologie, de la psychiatrie, on va dire. Et cette année, régulièrement il est révisé, il a été révisé et a été ajouté comme pathologie le deuil prolongé. Voilà. Le deuil prolongé qui a été défini quand même au-delà de 6 mois pour un deuil du conjoint. Donc au-delà de 6 mois si vous avez encore des symptômes du vécu dépressif du deuil. Et au bout d'un an, si vous avez perdu votre enfant, on considère que vous êtes dans un deuil prolongé, autrement dit dans un deuil pathologique. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de plus en plus, on va sortir l'artillerie lourde, on va sortir les antidépresseurs, on va sortir tous les benzodiazépines, tous les médocs à fond les ballons. Et on va aussi proposer des hospitalisations aux gens, quoi. Donc moi, ça me fait peur, honnêtement, et je suis très en colère par rapport à ça. Il y a des psychiatres qui suivent ce mouvement. D'accord, qui valide ça. Et heureusement, il y a des psychiatres, Christophe Auré, le premier que vous connaissez sans doute, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le deuil et qui est le spécialiste du deuil en France, dit clairement que tout ça, c'est une vraie foutaise, c'est une erreur et c'est vraiment très dangereux, quoi. Même lui, en tant que psychiatre, dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'une consultation d'un psychiatre. Et lui, il met beaucoup en avant les groupes, il met beaucoup en avant les associations aussi de personnes endeuillées, parce que pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est porteur et qui est soutenant, aidant et qui permet de consoler les personnes. Donc même lui, en tant que psychiatre, il le dit, quoi. Et il dit clairement que normalement, il n'y a pas besoin de médicaments. Alors en vous disant ça, et je vous laisserai réagir, je vous lirai après, en vous disant ça, moi je suis ni pour ni contre les médocs, qu'on soit clair, d'accord ? Mais moi, ce que je demande simplement, c'est que, et si vous prenez aujourd'hui des antidépresseurs, des médicaments, c'est ok, n'arrêtez surtout pas vos médicaments, c'est des choses qui se décident avec un médecin. Moi, j'ai plein de clientes qui sont dans les programmes, qui ont des médocs, qui régulièrement me disent, mais Rachel, je me sens mieux et tout, hop, je vais... Non, on ne fait pas d'automédication, on va chez son médecin, on cause de tout ça, il y a des arrêts qui sont progressifs, c'est des choses qui se discutent. C'est important et c'est le médecin qui va décider, vous allez décider ensemble ce qui est possible de faire. Cela dit, normalement, moi je travaille régulièrement avec des médecins, avec des psychiatres, alors des psychologues, mais les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font ces médecins que je connais moi? Quand ils vont vous rencontrer, ils vont
ils vont voir la situation dans leur globalité. C'est pas bonjour, j'ai perdu mon conjoint ou bonjour, j'ai perdu mon enfant, je suis pas bien. Ok, crac, prescription d'antidépresseurs, prescription de somnifères et toute la liste qui va bien avec. Et puis allez hop, un arrêt de travail, deuil pathologique et ciao bonsoir. C'est pas comme ça que ça doit se passer en fait. C'est le médecin, il va voir la situation dans sa globalité. Il va vous poser des questions. Il va vous demander depuis quand vous avez perdu votre proche. Il va vous demander comment vous vous alimentez. Est-ce que vous avez de l'appétit? Quelle est la qualité de votre sommeil? Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Est-ce qu'il y a votre famille? Quel âge ont vos enfants? Comment ça se passe dans votre travail? Quelle relation vous aviez avec la personne que vous avez perdue? Etc. etc. Il va creuser. Il va vraiment creuser. Il va faire... son job, c'est de faire une vision globale. Et à partir de là, il va prescrire ou il ne va pas prescrire de médicaments. Je vous donne un exemple. Je suis hyper bavarde aujourd'hui. Un exemple. J'ai accompagné 2 dames qui avaient le même âge, qui avaient perdu leur conjoint, mais qui n'étaient pas dans les mêmes situations, ok, qui étaient suivies par le même médecin. Une dame qui a des enfants en bas âge, qui est obligée de reprendre le travail parce que financièrement c'est pas possible autrement, et qui est, on va dire, géographiquement assez isolée de sa famille, de ses parents, de ses beaux-parents, ok, qui a vraiment des petits enfants, voilà, moins de 10 ans. Et puis une autre dame, 35 ans, qui perd aussi son conjoint, qui n'a pas d'enfant, qui peut être en arrêt maladie, qui a sa famille qui est proche, voilà, qui a intégré un groupe de parole, qui est soutenu par une association, etc. Qui, bon, toutes les deux après sont venues dans mes programmes, mais en tout cas où il y a pas, je vais pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas il y a un soutien, on va dire, plus important, et il y a moins de contraintes à se lever tous les matins, d'accord? Dans le premier cas, cette dame avec ses enfants en bas âge qui est obligée d'aller bosser, qui est assez isolée, le médecin lui a prescrit des antidépresseurs en lui disant là, et c'était pas tout de suite d'ailleurs, parce que souvent les 3 premiers mois, c'est pas forcément toujours conseillé parce que ça bloque les émotions. Mais je ne sais plus dans quelles circonstances. Enfin, je saurais plus vous dire si c'était dans les premiers jours ou ou après les 3 mois, mais en tout cas, on lui a prescrit. Le médecin lui a prescrit des antidépresseurs parce qu'il faut bien qu'elle sorte la tête de l'eau. Il faut qu'elle aille bosser. Il faut qu'elle puisse s'occuper de ses maux, d'accord? Et après, il y a eu un arrêt progressif de l'antidépresseur. Pour l'autre dame qui, elle, était sans enfant, qui pouvait être en arrêt assez longtemps, qui avait ses parents qui étaient là, sa famille qui dormait chez elle, etc. Enfin, le médecin a décidé avec elle, en lui expliquant ce que c'était un antidépresseur, qui pouvait se permettre de faire des siestes, de dormir la journée, etc., de ne pas prescrire de médicaments. Donc c'est pour vous dire aussi que les médicaments, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Et il y a vraiment à creuser la situation pour savoir s'il y a un besoin. C'est vraiment important. Parce que ça peut aussi retarder en fait le processus de deuil. Et parfois on prescrit les médicaments alors qu'il n'y a pas besoin, et c'est vraiment dommage. Alors souvent on prescrit les médicaments parce que on voudrait tellement que la souffrance de la personne elle s'arrête. Mais dans le processus de deuil, la souffrance elle fait partie en fait de ce travail de deuil. Et le deuil c'est pas notre ennemi, c'est pas notre, il n'y a pas à bloquer tout quoi. C'est vraiment notre meilleur pote, j'ai envie de dire, je dis souvent ça. Et c'est ce qui va nous aider à cheminer, à avancer, à passer en fait chaque émotion. Donc si toutes les émotions sont bloquées, ben oui, on a la sensation que ça va à peu près mieux, mais bon, alors après, soit on fait le choix peut-être de garder des antidépresseurs toute sa vie, et c'est ok, moi j'ai pas de jugement à passer là-dessus, mais sachez qu'il n'y a pas forcément besoin d'un traitement, d'un médicament, parce que c'est un processus naturel. Notre corps, notre tête sont vraiment faits pour faire face, ça paraît assez dingue de dire ça, mais oui, pour faire face à cette épreuve-là. Et le deuil fait partie en fait de notre vie. On va être confronté à des pertes encore. Alors on peut dire c'est horrible, c'est terrible, mais on sait que on sait que tous qu'on va mourir un jour.
Je vais mourir un jour, vous allez mourir un jour, donc forcément autour de nous, il y a d'autres, ça fait partie, ça paraît bateau de dire ça, mais ça fait partie, oui, de la vie, et ce processus, il est naturel. Donc voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule, et mon coup de gueule, c'est pas juste pour gueuler, mais toute seule derrière mon écran, c'est aussi pour vous dire, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est que soyez vigilants par rapport à ce qu'on vous dit, parce que souvent on va vous balancer des trucs, on va vous dire que vous êtes en deuil pathologique, on va vous dire que vous avez un problème, on va vous dire qu'il faut faire ceci, il faut vous faire hospitaliser et tout. Déjà, c'est vous qui sentez le truc, parce que moi j'ai déjà eu des clientes qui me disaient là Rachel, je pense que je vais aller en maison de repos parce que j'en ai ras-le-bol, je peux plus m'occuper de mes gosses, et c'était leur décision, ok. Et c'était une façon pour elles aussi de faire un break, de prendre soin d'elles, où tout était pris en charge, elle confiait les enfants aux grands-parents, c'est ok aussi, mais c'est vous qui allez décider, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez aussi, parce que ça, j'ai pas parlé non plus des retours des fois qu'on me fait de gens qui vont voir des thérapeutes, c'est important de savoir si la personne, elle est formée sur le processus de deuil. Si vous allez voir une psychologue, un psychologue, demandez-lui. Demandez-lui, mais est-ce que vous accompagnez des personnes en deuil? Est-ce que vous êtes formé au processus de deuil? Des fois, c'est aussi par recommandation, parce qu'il y a une personne qui va vous dire, moi, chez moi, ça marche comme ça aussi, ben voilà, Rachel, elle est formée, elle est spécialisée. Le deuil, c'est une spécialité. Donc vous allez entendre, vous allez savoir si la personne, ou il y a beaucoup de psychologues par exemple qui sont bénévoles dans des associations, ou des sophrologues comme moi qui accompagnent sur le deuil, donc c'est aussi un critère, parce que la personne elle connaît ces étapes du deuil, elle connaît tout le processus, donc c'est vraiment important de questionner. Et puis si votre médecin généraliste ne connaît pas, ben c'est bien aussi des fois c'est pas parce qu'ils ont fait 10 ans d'études qu'ils savent tout, et de dire ben voilà, moi je me fais accompagner par telle personne, et moi je fais un peu avec mon médecin, je continue alors lui il était formé, mais aujourd'hui à l'époque, mais aujourd'hui j'ai un nouveau médecin qui connaît rien, des fois je fais un peu je transmets aussi des messages. C'est important aussi de leur dire voilà, ou de leur dire tiens, j'ai lu tel bouquin, ça se passe comme ça. Moi, je sais qu'à titre personnel, avec l'association Jour d'après à Nancy l'année dernière, on est intervenu à l'université, à la fac de médecine de Nancy, devant les internes, donc les futurs médecins. Là, ils sortaient l'année dernière, en fin d'année, pour reparler du DSM-5, qui est aussi leur bible et leur référence, pour dire attention, pour les encourager à se former au processus de deuil, pour leur dire que dans leur carrière, mais toutes les semaines, ils vont rencontrer des personnes qui vivent un deuil, ils vont peut-être devoir, enfin je sais pas peut-être, ils vont annoncer aussi des décès, et de savoir quoi dire, quoi faire. On a parlé avec eux des émotions, que c'est ok quand un médecin est ému, est touché, c'est pas pour ça que c'est un mauvais médecin, et c'est pas un mauvais médecin s'il prend la personne dans ses bras et qu'elle pleure, et que non, on a parlé de tout ça, et j'espère que cette année on va le refaire aussi. Moi c'est un peu ma petite pierre à l'édifice aussi, de pouvoir intervenir vraiment auprès des médecins dans leur formation. Il faut savoir que les généralistes, sur leurs 7 ans d'études, ils ont une journée sur le deuil. Une journée sur le deuil, et la moitié de la journée est consacrée aux soins palliatifs, ce qui est très important, mais c'est vraiment peu. Donc après, je sais bien qu'on peut pas être formé tous sur tout, mais en tout cas, c'est pas non plus une formation de 15 ans, et voilà. En tout cas, je vous partage vraiment ça pour vous dire, soyez vigilants, soyez aussi, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire, parce que parfois on pose des choses rapidement, et quand on vous fait un arrêt de travail, ça c'est le dernier truc, et je vais m'arrêter là, et que c'est écrit deuil pathologique, il y a beaucoup de médecins qui l'expliquent, parce qu'en fait c'est aussi des accords avec la sécurité sociale, c'est aussi un critère, c'est aussi une nomenclature où c'est plus simple pour eux d'écrire deuil pathologique, mais en fait vous n'êtes pas en deuil pathologique, mais c'est juste une référence pour la sécurité sociale. Donc ça, j'espère aussi que ça changera. En tout cas, moi j'aimerais bien que les médecins qui font des arrêts, quand ils notent deuil pathologique, ils expliquent aussi que la personne, elle vit un deuil tout à fait normal, mais qu'elle a besoin d'un arrêt pour faire une pause, pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de ses enfants, pour récupérer en énergie, parce qu'elle n'a pas du tout la tête à se concentrer, et
et l'envie peut-être de côtoyer ses collègues, etc., etc. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'espère que... Bon, je suis un peu partie quand même un peu dans tous les sens, mais je trouvais que c'était important de vous dire ça. Peut-être aussi de vous dire que si, je redis, si vous prenez des médicaments, si vous avez été hospitalisé, il n'y a pas à avoir honte de ça, c'est ok. Mais vraiment, il y a, comment dire, je pense pas que ce soit la psychiatrie qui soit le meilleur vecteur pour accompagner des personnes en deuil. Donc ça, c'est très personnel. Mais il y a des psychiatres aussi qui... on m'observe. Il y a des psychiatres aussi qui sont de très bons conseils et qui heureusement, sont formés sur le processus. Voilà les amis, mon petit coup de gueule. J'ai été moins virulente que l'hiver dernier sur ce sujet. Mais il fait chaud, donc peut-être aux énergies plus basses. J'espère que ça vous aura aidé. Merci Birgit. Violette, ton vécu a fait que j'ai décidé de suivre ton programme. Heureusement que tu as été sur mon chemin. Ton livre est hyper enrichissant à lire et à relire. Merci pour ce livre qui me parle un maximum et qui me rassure. Yes, merci Violette. Merci beaucoup de ta présence sur les lives et puis de la suite parce qu'on va bientôt se voir au repas des Yellowman bientôt à Metz. Yes. Merci Eric. Ok, super. Bon, génial. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider aussi des personnes à clarifier des choses aussi. Ça peut être aussi une piste pour aller plus loin. Là, je vais vite, c'est court, mais en tout cas, bon, je pense que le message que je voulais vous faire passer est passé aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Merci Brigitte. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve demain à la même heure à 12h30. Ici ou ailleurs, je sais pas, je vais essayer de trouver un autre spot certainement dehors parce que voilà, mon cabinet en ce moment c'est ici, voilà. il y a juste les séances en Zoom que je peux pas faire ici, mais en tout cas voilà, je vous dis à demain 12h30. Merci pour d'être aussi nombreux tous les jours. Je rappelle, si vous voulez recevoir l'info quand je suis en direct, il faut que vous soyez abonné à ma page Facebook et abonné aussi sur YouTube si vous me suivez sur YouTube quand je mets le replay sur YouTube. Je vous souhaite une douce après-midi et je vous dis à demain. Bye!